Bonjour à tous. Nous sommes du lycée Potier et nous avons réalisé le programme édifié sur la thèse du doctorant Laboueur-Pascal qui se déroule au laboratoire ICAR. Le titre de cette présentation est Les métaux vers un vecteur énergétique novateur. Donc cette présentation va s'articuler autour de trois grandes parties. Pour commencer, on va dresser un bilan à travers le contexte global et qui amène une problématique à l'origine du sujet de thèse. Ensuite, il est indispensable de voir la théorie de la combustion pour aborder cette thèse. Et pour finir, des expériences physiques ont été réalisées pour expliquer ces différentes notions. De par le mode de fonctionnement de notre société, dans le monde et dans une dépendance énergétique de plus en plus grandissante. Comme on peut le voir sur ce graphique, la majeure partie de l'énergie est produite par des produits carbonés fossiles tels que le pétrole, le charbon ou encore le gaz naturel. De plus, des ressources naturelles qui s'épuisent, la communauté scientifique s'accorde à dire que l'utilisation de ces combustibles fossiles est en partie responsable du réchauffement planétaire et du changement climatique. On peut voir sur ce graphique l'évolution des émissions de CO2 issues de la combustion de ces produits fossiles qui représentent le gaz à effet de serre. Malgré tout, il existe plusieurs solutions alternatives aux combustibles fossiles qui permettent de fournir une énergie propre. Parmi ces systèmes, on retrouve par exemple les éoliennes ou encore les panneaux photovoltaïques ou bien encore les stations de marée motrice. Cependant, l'ensemble de ces systèmes utilisent des sources d'énergie intermittentes. Alors comment fournir l'énergie nécessaire pour réchauffer tout un pays en hiver, s'il n'y a pas de vent et qu'il fait nuit? Il n'y a donc pas le choix, l'utilisation de ces solutions alternatives oblige à stocker de l'énergie pour compenser l'intermittence de ces sources énergétiques. Le problème actuellement est que nous ne savons pas stocker massivement ces énergies produites. Afin de répondre à la problématique soulevée par Matteo, on propose d'étudier à travers cette thèse la solution d'un vecteur énergétique métallique. Le concept de ce vecteur énergétique consiste à véhiculer l'énergie directement via des poudres métalliques. Il se décompose en deux grands axes. D'un côté, on retrouve le stockage de l'énergie grâce à une réduction chimique, comme l'électrolyse. Cela consiste à transformer l'oxyde métallique en métal pur en utilisant des énergies vertes. De l'autre côté, on retrouve la restitution de cette énergie grâce à une oxydation chimique qui transforme cette fois-ci le métal pur en oxyde métallique. En récupérant l'oxyde métallique ainsi formé, celui-ci peut être ensuite régénéré en métal pur. On obtient donc un cycle fermé, pouvant être utilisé à l'infini, qui ne produit pas de déchets ni de gaz à effet de serre. La thèse s'inscrit dans la partie restitution de cette énergie de ce vecteur, où un brûleur expérimental a été mis en place pour étudier la combustion de poudre d'aluminium. L'aluminium a été choisi car il possède un bon potentiel énergétique, semblable à l'essence. Il peut être régénéré avec une électrolyse et il est le troisième élément le plus abondant sur Terre. On retrouve alors un réservoir de poudre ici, qui est injecté dans le brûleur grâce à un fric porteur qui est l'air. À la sortie du brûleur, on obtient donc une flamme d'aluminium air stable qui peut être caractérisée avec différents outils de mesure. Voici une flamme éclairée au plan laser et vue par une caméra. On distingue alors trois zones. La zone du bas de l'image correspond au mélange aluminium-air. La zone triangulaire correspond à la flamme, c'est-à-dire la zone de transformation et de réaction chimique. La zone du haut correspond aux particules d'aluminium formées après la combustion. On retrouve donc alors le cycle présenté juste avant. La transformation du métal pur en oxyde métallique restitue l'énergie stockée auparavant. Ici, l'énergie est libérée et sous forme de chaleur de 2800 degrés et de rayonnement. Afin de mieux comprendre la partie présentée par Dimitri sur le brûleur expérimental, il faut revenir sur la théorie et la base de la combustion. Pour commencer, qu'est-ce qu'une combustion exactement? Il s'agit d'une réaction chimique issue d'un phénomène d'oxydoréduction qui est généralement exothermique. C'est-à-dire que l'énergie est libérée sous forme de chaleur. La réaction s'effectue par l'association de deux composés chimiques pour former un ou des produits de réaction. Le modèle simple utilisé pour décrire les éléments nécessaires à la formation d'une combustion est généralement celui du triangle du feu. On y retrouve les deux composés chimiques qui sont respectivement le combustible, comme les carburants fossiles ou les métaux, le comburant, comme le dioxygène, le dichlore ou l'acide nitrique. Pour avancer cette réaction chimique, il est obligatoire de fournir une énergie d'activation qui peut être sous forme électrique, de rayonnement ou de chaleur. Si l'un des éléments du triangle du feu est absent, la combustion n'est plus possible. En réalité, la combustion peut se décomposer en 5 catégories définies par rapport à leur vitesse de réaction chimique d'oxydation.
On retrouve l'oxydation très lente qui peut être ne dégageant pas de chaleur ni de rayonnement. La corrosion en est un exemple typique. L'oxydation vive, qui est la forme de combustion la plus connue qu'on peut retrouver au quotidien. Flammes de briquet, gazinières, cheminées, produisant un dégagement de chaleur et l'émission d'un rayonnement. Enfin, lorsque la vitesse de réaction est la plus rapide, il s'agit d'une oxydation instantanée, comme lors d'une détonation de missiles balistiques. Pour finir, le résultat d'une combustion peut être sensiblement différent selon la quantité de comburant présent. Si cette quantité est supérieure ou égale à la stoichiométrie, alors la combustion est dite complète. Dans le cas d'un manque de comburant, la combustion est dite incomplète. La différence entre ces deux types de combustion sont les produits de réaction générés modifiant l'énergie libérée. Si on prend l'exemple de la combustion du propane dans le dioxygène, les produits de réaction seront du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau dans le cas d'une combustion complète. Dans le cas d'une combustion incomplète, le dioxyde de carbone sera remplacé par du monoxyde de carbone et des résidus de carbone. Romain vous a donc expliqué la combustion de manière macroscopique et globale. Cependant, pour comprendre le phénomène exact et l'aspect plus microscopique de la combustion, il est nécessaire de connaître certaines notions physiques. En combustion, la notion la plus importante est celle du débit. Mais alors, qu'est-ce que le débit de matière? C'est tout simplement le déplacement de la matière à travers une section donnée pour une certaine durée. La matière peut être caractérisée suivant différentes grandeurs telles que son volume, sa masse ou sa quantité de matière. Ainsi, on peut obtenir différents débits, respectivement le débit volumique, le débit massique et le débit molaire. Étant donné que ces grandeurs physiques dépendent toutes de la même matière considérée, elles peuvent être liées ensemble à travers différentes grandeurs. La liaison entre le débit volumique et le débit massique se fait via la masse volumique, qui est le rapport entre la masse et le volume de la matière. De la même façon, le rapport entre le débit massique et le débit molaire se fait via la masse molaire. Afin de visualiser cette notion de débit, un protocole expérimental a été réalisé. Il en ressort une expérience visuelle utilisant un bidon percé proche de sa base. Les paramètres facilement mesurables sont le volume d'eau entre deux marques sur le bidon et le temps que met l'eau à franchir ces deux marques. Cette expérience a donc permis de déterminer le débit volumique moyen en eau à la sortie du trou. Grâce à une méthode expérimentale basée sur la mesure de masse et de volume, la masse volumique de l'eau a pu être confirmée. Ainsi, en utilisant le débit volumique moyen obtenu précédemment et la masse volumique, le débit massique moyen en eau à la sortie du trou est calculable. Après la présentation d'Adrien sur les notions physiques, je vais vous montrer comment elles entrent en application dans la combustion. Pour vous montrer la pertinence du triangle de feu qui a été présenté par Romain, deux expériences ont été mises en place. La première, qui consiste à mettre en évidence le manque de combustible, de l'éthanol gélifié est disposé dans une coupelle afin d'être allumé et observer sa combustion dans l'air. Il est à noter que même si l'éthanol est en présence de l'air, aucune réaction ne se crée tant qu'il n'y a pas l'apport en énergie d'activation. Une fois la combustion amorcée, celle-ci s'arrête au bout d'environ 4 minutes lorsqu'il n'y a plus de combustible. La deuxième expérience consiste à mettre en évidence le manque de comburant. Avec une bougie placée dans un contenant transparent, on limite alors la quantité de comburant. Au début de l'expérience, la flamme est complète, puis devient incomplète avec un manque de comburant, et finit par s'arrêter en moins d'1 minute. Maintenant, si on regarde la flamme d'une manière plus microscopique, on peut la représenter schématiquement de cette façon. La flamme correspond à la zone de réaction où se rencontrent le comburant et le combustible. Il y a des déplacements de matière, respectivement du comburant et du combustible. C'est-à-dire qu'il est possible de déterminer leurs débits associés. Pour résumer, on dispose d'une surface de flamme dans la surface de la zone de réaction. Cette zone de réaction chimique est alors contrôlée par l'équation de réaction. Entre le combustible et le comburant, déterminant aussi le débit molaire de combustible nécessaire à la combustion. Ensuite, grâce à la masse molaire du combustible, on peut lier les débits pour obtenir le débit massique d'un combustible. Pour finir, en utilisant le PCI du combustible, qui représente l'énergie contenue dans la matière par rapport à sa masse, on peut calculer directement sa puissance générée par la réaction. Voilà pourquoi les notions de débit font partie de la base de la combustion. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ?